Madame Joyce Renaud à Trois-Rivières. Ça va être Monsieur Guy Provost qui prendra la parole à la place de Madame Joyce Renaud. Pardon, quel nom? Ça va être Monsieur Guy Provost qui va prendre la parole à la place de Madame Renaud. OK, donc Je Madame cède le Renaud. micro. OK, parfait. Provost. Bonsoir, Monsieur Provost. Bonsoir. Oui. Bon, moi, je viens de Saint-Étienne-des-Grès, près de Trois-Rivières. J'ai un puits artésien à moins de 175 mètres du projet de l'oléoduc. J'espère qu'il ne passera pas. Le 7 mars, la municipalité a fait une résolution contre le passage de l'oléoduc Pipeline Énergie-S. Est-ce que la compagnie TransCanada va faire un changement de tracé pour observer une résolution municipale qui refuse le passage de l'oléoduc? Avant de demander au promoteur, j'aimerais demander l'avis de Maître Cadrin. Est-ce qu'une municipalité qui a adopté une résolution pour interdire le passage du pipeline sur son territoire peut limiter l'accès à son territoire à TransCanada? Par le biais de la résolution, ce n'est pas le bon véhicule juridique pour amener ce déplacement de l'oléoduc à un autre endroit. Alors, la résolution, c'est un énoncé politique essentiellement à ce stade-ci. Donc, je comprends que la Ville s'exprimant par résolution et par règlement seulement, c'est sa façon de parler, si je peux dire ça de cette façon-là, mais sa façon de réglementer et de régir effectivement l'utilisation de son territoire, c'est sa réglementation municipale. Et là, on revient à la question que je posais au départ. Si c'est prohibé totalement le passage sur le territoire, bien, il risque d'avoir un autre niveau de problème. Si c'est simplement régir, créer un corridor énergétique, comme on a entendu parler tout à l'heure, c'est ça à quoi je faisais référence en disant des instances régionales peuvent se mettre ensemble et regrouper aux mêmes endroits les utilités publiques, si je peux le permettre, comme l'électricité, etc. Très bien. Monsieur Bergeron, jusqu'à quel point vous prenez en compte les résolutions des municipalités qui ont adopté justement, excusez-moi de ma redondance, des résolutions pour ne pas permettre le passage de l'oléoduc? Monsieur le Président, dans la vaste majorité des cas, les résolutions parlent du projet dans sa forme actuelle. Alors, pour nous, c'est clair qu'il faut continuer à travailler, puis il faut continuer. On parlait la semaine dernière de la CMM. C'est clair qu'il y a du travail à faire pour modifier, améliorer le projet de façon à ce qu'il satisfasse les attentes des élus municipaux. Et si tel n'était pas le cas? Il y a effectivement plusieurs... quand on parle d'acceptabilité sociale, puis on va y revenir évidemment à la fin de la semaine. Séance 14. Quand on parle d'acceptabilité sociale puis de nécessité d'arriver à des consensus, c'est aussi vrai au niveau municipal, au niveau des propriétaires fonciers, au niveau des différentes instances. Fait que c'est un travail de tous les jours de dialoguer, communiquer. Et ce qu'on réalise quand on rencontre ces gens-là, c'est qu'ils ont effectivement des préoccupations et ils ont souvent la perception, ils ont souvent l'impression qu'elles n'ont pas été écoutées, n'ont pas été prises en compte. On a tantôt parlé du tracé au Québec. On a fait beaucoup de changements de tracé suite à des demandes des élus municipaux. Alors ça, c'est un moyen, par exemple, d'améliorer le projet puis de satisfaire certaines de leurs préoccupations. Fait que ça se continue. Et tant et aussi longtemps que l'oléoduc n'est pas construit, c'est toujours possible. Fait qu'il faut continuer à faire le travail, et puis c'est ce qu'on fait actuellement, et puis on le fait dans toutes les régions du Québec. Puis on parle de chaque enjeu de façon individuelle, et on essaie de régler tous les défis, tous les enjeux un par un. Juste pour informer M. Provost, pardon, quelle est la distance minimale qui doit séparer un puits privé du pipeline? Il n'y a pas de distance minimale, M. le Président. Donc, il n'y aurait que pour les puits municipaux? Une distance municipale. Je vais demander à M. Veilleux de répondre plus en détail pour la question. En fait, on pourrait peut-être y revenir demain aussi, là, mais pour les puits municipaux qui alimentent des grandes populations, il y a des zones tampons qui ont été, je dirais, pas nécessairement choisies, mais élaborées pour tenir compte d'un déversement potentiel.
Mais pour les puits privés, il n'y en a pas en tant que tel de C'est quoi la zone tampon. tampon? Ben, la zone tampon, on parle pour un puits privé, puis ça, c'est uniquement pour des fins d'analyse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dans la zone tampon, mais c'est pour les besoins d'analyse. Comme je disais tout à l'heure, on va y voir demain. Mais c'est 800 mètres pour un puits municipal, la zone tampon. Mais donc, il n'y aurait aucune distance minimale qui pourrait théoriquement séparer le pipeline d'un puits privé ou d'un puits municipal. Bien, puits privé, j'en ai pas de zone tampon, mais pour les puits municipaux, l'approche qui est retenue, c'est une zone tampon de 800 mètres pour faire l'analyse. Pour faire l'analyse. Oui, tout à seulement. fait. Pour faire l'analyse Oui, seulement. oui. Mais le pipeline pourrait se trouver à l'intérieur de cette zone tampon. Il pourrait se trouver effectivement. Madame Grandbois. Monsieur Bergeron, il serait peut-être utile que vous répétiez, là, pour le bénéfice des gens qui sont ici, mais qui n'étaient pas nécessairement là, quand vous avez mentionné ça la semaine passée. La semaine passée, vous avez précisé les analyses de l'eau que vous feriez au niveau de tous les puits dans une distance X avant le projet. Puis en tout cas, bref, j'aimerais que peut-être que vous représentiez cette information. Alors, M. Veilleux va le faire. Oui, en fin de compte, là, c'est dans la bande de 200 mètres de part et d'autre de l'emprise. Tous les puits résidentiels, qu'ils soient souterrains ou de surface, vont être répertoriés. Une fois que ça c'est fait, il va y avoir un échantillonnage d'eau qui va être récolté pour voir la qualité de l'eau avant les travaux. Là, j'entends bien avant que, peu importe, aucun travail va être fait, mais en fin de compte, ça va être fait. Par exemple, s'il y a du déboisement à faire dans la région, avant même que n'importe quel travail ait été entrepris, ça va être fait avant l'échantillonnage. Et en même temps, il y a un essai de pompage qui est fait pour vérifier la quantité d'eau que le puits possède. Et tous ces résultats-là sont transmis au propriétaire avant les travaux. Donc ça se fait encore une fois dans une bande de 200 mètres. Donc si monsieur son puits est à 175 mètres, même par exemple si sa propriété n'est pas directement touchée, ça arrive tout le long du parcours. Généralement, lorsqu'on va traverser les routes, parfois il y a des résidences avec des terrains plus isolés. Même si le pipeline n'est pas sur leur propriété en tant que telle, on va quand même aller voir ces gens-là, localiser le puits et faire le même exercice que je viens d'expliquer. Ça va être fait de façon récurrente? Ce qui est prévu, c'est de le faire avant les travaux. Il n'y a rien de prévu comme étant suite aux travaux, sauf dans les cas où il y a eu du dynamitage, ou bien sûr si les propriétaires nous rapportent un événement quelconque, qui aura lui-même entre les mains les résultats de quantité et de qualité. Évidemment qu'à ce moment-là, il va y avoir quelque chose qui va être fait pour vérifier s'il y a eu des dommages ou pas au puits. Mais quel est l'objectif de la caractérisation avant projet? Bien, c'est surtout pour les besoins de la construction. Donc, on l'a déjà vu par le passé, comme je mentionnais tout à l'heure, lorsqu'on arrive dans une zone de roc, puis qu'on a un puits à 200 mètres, s'il faut utiliser des explosifs pour confectionner la tranchée et installer le pipeline, ça se peut que ça affecte le puits en tant que tel. Donc, étant donné que les résultats vont avoir été colligés avant, en termes de quantité et de qualité d'eau. S'il y a un dommage qui est causé au puits, mais là, c'est la responsabilité de TransCanada de redonner la même quantité et la même qualité d'eau au puits. S'il y a un temps de latence avec le problème de puits? Bien, je pense qu'il faut se déplacer pour aller voir carrément puis l'analyser au cas par cas à ce moment-là. À la demande du propriétaire? À la demande du propriétaire, oui. Ça s'est fait régulièrement par le passé. Est-ce que vous avez un comité que vous allez former pour les plaintes ou ce genre de suivi? Je sais qu'on va revenir là-dessus ultérieurement. Oui, bien, je peux peut-être rapidement mentionner qu'il y aura des comités de liaison avec les citoyens. En général, il y a des citoyens, il peut y avoir des membres de l'UPA, des élus qui vont se réunir 3 ou 4 fois par année pendant la construction et habituellement, c'est 1 fois par année pendant la période d'exploitation. Il y en aurait quelque chose entre 7 et 10 au Québec répartis tout le long du parcours. Et ces comités-là font justement différents travaux. Souvent, c'est des gens qui sont en contact avec les propriétaires, donc des gens qui ont beaucoup de relations avec les voisins, les propriétaires de la région et qui vont pouvoir nous donner un feedback sur les points améliorés. On partage beaucoup d'informations sur les programmes d'entretien, ces choses-là. Alors, on pourrait revenir jeudi soir. Madame Grandbois? Là, ma mémoire doit faire défaut, mais j'avais cru comprendre la semaine passée que sur la question de la qualité de l'eau des puits artésiens à l'intérieur d'une bande de 200 mètres là, du pipeline, que vous feriez un suivi jusqu'à 5 ans. Donc, je ne sais pas ce que vous avez dit qui ressemblait à ça pour que j'ai retenu ça, mais je ne sais pas si... Et évidemment, je n'ai pas le temps de relire les transcriptions, mais j'étais vraiment restée avec cette impression-là. Donc, non?
On parlait surtout de suivi environnementaux. Là, il faudrait nous aussi là, qu'on OK. fasse une petite recherche. Mais ce sur quoi je peux vous rassurer, c'est qu'en ce qui concerne les puits d'eau potable, aussitôt qu'un propriétaire va manifester, va mentionner qu'il y a une différence ou qu'il y a une problématique, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'entreprise se déplace et fait les tests à ses frais pour s'assurer là, qu'il n'y a pas de problème et que s'il y a un problème, il est corrigé. Ça, c'est clair. Puis j'ai parlé la semaine dernière des ententes notariées qu'on aura avec les propriétaires. Ces ententes-là font en sorte que s'il y a des frais encourus à cause de la présence du pipeline qui ne serait pas là en temps normal, sont à la charge de TransCanada. Donc, c'est un bel exemple. Mais par expérience aussi, sur des projets qu'on a fait dans le passé, si un propriétaire a le moindre doute, on se déplace et on fait les tests, on fait tout ce qui doit être fait pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Alors, merci, M. Provost. Merci.